forcément facile. Et je dirais qu'il n'y a pas encore grand monde qui le maîtrise et de la même manière. J'aurais déjà commencé par dire que je vais présenter en deux, trois slides ce que fait Productis et qu'en fait, je n'ai rien à vendre en cybersécurité. Je parle ici en tant que président du CIMOP parce qu'on est tous, enfin CIMOP Digital, parce qu'on est tous concernés. Et je le suis au même titre que vous, avec les mêmes problématiques, les mêmes non-solutions, les mêmes documents de référence auxquels on peut essayer de voir quelque chose. Je vais plus amener un éclairage global au début, en m'appuyant d'ailleurs sur des études Kaspersky, hein, sur ce que c'est grosso modo que la cybersécurité, et peut-être enfoncer quelques portes ouvertes et peut-être d'autres un peu moins ouvertes. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais plutôt parler de l'impact de la cybersécurité dans le monde industriel. Certains d'entre vous, Manuel par exemple, travaillent en automatisme. Voilà, comment un automatisme, comment un logiciel de supervision, comment un MES, comment un ERP doit appréhender la cybersécurité avec des problématiques qui lui sont propres et est-ce que quelque part ils évitent le problème ou pas. Donc on arrivera à ce plan un peu plus pratique dans un deuxième temps, mais pour l'instant, voilà, on va aller sur la cybersécurité ensembliste qui concerne absolument tout le monde, c'est-à-dire vous et vos enfants et vos parents quand ils touchent à un ordinateur aussi. Donc, j'ai pris un petit slide avec, j'aime bien cette pointe en bas parce que bah, vraiment la cybersécurité, c'est un gros problème par le haut et c'est quelque chose qui tient un peu n'importe comment. On en apprend encore tous les jours et quand je dis qu'on en apprend, on en subit tous les jours. Voilà. Donc, comment passer du truc sur la pointe qui tient un peu n'importe comment à une touche qui permettrait de faire de la cybersécurité? Alors là, on est dans le vœu pieux le plus total, hein, on est très très loin de ça. On va essayer de voir un petit peu. Quelques mots sur, si j'y arrive, voilà, sur Productis. Donc, nous sommes intégrateurs et d'ERP et fournisseurs de MES, ce qui, pour certaines entreprises, sont bien à fournir ensemble. J'ai de plus en plus de demandes de PMI pour avoir un ensemble complet pour aller virer une vieille GPAO ou changer d'Excel et passer sur un ensemble avec un seul responsable pour les deux. Donc, ne nous trompons pas. Je m'appuie en tant que partenaire Axelor sur une solution qui appartient à Axelor et je vends la solution productive qui est MES, qui est vraiment une solution de maison depuis plusieurs années. Voilà. Vous voyez le mot PESAS, j'y viendrai un petit peu tout à l'heure. On est sur un autre domaine de sécurité qui n'est pas la cybersécurité, mais plutôt qui est la sécurité de fonctionnement pour faire en sorte que en fait, des applications ne s'arrêtent jamais, parce que l'industrie 4.0, c'est bien, mais si le serveur s'arrête, eh ben, c'est beaucoup moins bien que du papier. Donc, il faut faire en sorte que ça ne s'arrête pas. Je ferai un petit focus là-dessus en faisant bien le distinguo entre la cybersécurité, qui est plutôt attaque, et la sécurité de production, qui est plutôt de la haute disponibilité. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, voilà à peu près ce qu'on fait. On travaille dans tous ces domaines. Donc, en fait, l'expérience dont je vous parle, elle est issue de tous les clients que l'on peut avoir. Je vais vous en montrer quelques-uns derrière, bah, qui sont en fait, comme nous, confrontés à ce problème. Voilà. Donc, l'hébergement sécurisé, c'est de pouvoir avoir des clusters de serveurs. Et un cluster de serveurs fait que si vous avez alors, une appli s'exécute forcément sur un seul poste. Vous ne pouvez pas avoir trois serveurs ou trois postes reliés ensemble avec un réseau et une appli qui s'exécute sur les trois en même temps. Ça ne marche pas. Vous avez forcément un système d'exploitation, une appli ou un serveur qui fonctionne dessus. Ben, par contre, ce que l'on peut faire, c'est faire en sorte de les relier et avec des fonctions spécifiques à un réseau très rapide qui doit être en fond de panier, comme on dit chez les automaticiens, on doit pouvoir faire en sorte qu'un serveur redémarre juste à côté, une des lames que vous voyez là sur la photo en bas, et que ça reprenne instantanément. Donc ici, entendons-nous bien, on n'est pas du tout dans la cybersécurité parce que les trucs sont tellement reliés que si vous avez une cyberattaque, eh ben, il prend tout le monde en même temps et il prend tous les serveurs en même temps. Donc le fait d'avoir une appli qui a un problème et de la redémarrer en 20 millisecondes sur un autre, vous promenez votre virus ou votre cheval de Troie avec. Hein. Donc attention, on n'est vraiment pas sur de la sécurisation de cyberattaque, mais plutôt sur vraiment de la sécurité et de la continuité de fonctionnement pour avoir un retour à la normale égal à zéro, puisqu'il n'y a pas de perte. Voilà. Donc, j'ai commencé à équiper des clients avec ça. Je ne suis pas le seul à fournir ce genre de système. Il y en a qui sont basés sur du VMware. Il y en a d'autres qui sont basés sur du monde du logiciel libre, comme OpenStack ou Proxmox. Nous, on utilise cette dernière solution. Par contre, c'est un peu compliqué à maîtriser. Donc, si ceux qui veulent se lancer là-dedans, bah, bienvenue, parce que c'est un monde assez extra, mais bon courage aussi, parce que
Il y a beaucoup de temps à passer, mais on a passé une grande partie du confinement sur ce genre de système. Par contre, le résultat, c'est monstrueux, quoi. C'est vraiment le truc qui redémarre à droite quand il s'éteint à gauche. Il n'est pas obligé de s'éteindre à gauche, certes, mais si ça se passe, ça continue. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Voilà. Euh, Ici, voilà les gens pour qui on travaille d'une règle générale. Alors, en domaine de MES, hein, je ne vais pas prétendre avoir vendu des ERP à ces gens-là qui sont la plupart du temps équipés de SAP ou de Sage X3 ou du Microsoft Dynamics, etc. Mais voilà, tous les gens qui sont ici, il n'y en a pas un seul qui n'est pas embêté, et je vais rester très poli, par la cybersécurité. Et ils vont tous avoir des politiques un peu diverses et variées par rapport, et même des choses qui m'ont laissé des fois sur le train arrière. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'il est plus possible d'avoir et qui sont tellement historiques chez certains de chez eux que ben, on retrouve, par exemple, pour parler à Manuel peut-être plus qu'aux autres, des automatismes sur le réseau de bureautique. Voilà. Et c'est comme ça et c'est pas autrement et ce sera toujours comme ça. Et donc ça pose des problèmes énormes de production quand il y a un souci sur le réseau bureautique et par exemple une attaque. Voilà. On y viendra après sur cette partie-là. Donc voilà, je vais venir sur la partie cybersécurité générale et en industrie. Voilà. Alors la définition, de toute façon, on pourrait avoir bien évidemment non seulement la vidéo, mais en plus le PowerPoint. Donc bah, ça consiste à protéger des ordinateurs, des serveurs, des appareils mobiles, en fait un peu n'importe quoi qui cause, et je sais qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui, contre les attaques malveillantes. Voilà. Donc on l'appelle également sécurité informatique ou sécurité des systèmes d'information. Quand on entend système d'information, c'est tout autant l'ERP avec la compta et les documents et le Word et les Excel et tout ce qu'il y a sur des NAS ou des SAN et des autres stockages euh, en local ou à distance. Donc vraiment, ça tire extrêmement large quand on parle de sécurité informatique, système d'information. Aujourd'hui, personnellement, j'ai un iPhone d'assez dernière facture. C'est un vrai ordinateur ultra puissant. J'ai également des Android dans mon entreprise comme terminaux d'ailleurs de mon MES. Ce sont des vrais ordinateurs. Et donc, autant il y a quelques années, ils pouvaient être totalement exonérés parce que les virus, on va dire, ne s'attaquaient qu'à Windows, autant maintenant, il y a plus de téléphones dans le monde que d'ordinateurs. Donc, à votre avis, les virus, ben, ils font pareil, ils vont attaquer le plus grand nombre de la même manière. Voilà. Alors la cybersécurité, si on commence à segmenter, on va avoir la cybersécurité partie réseau, et c'est presque la plus complexe à gérer, puisque le réseau, c'est de l'interconnexion, et si on était chacun chez soi à jamais faire autre chose, hein, avec des bons vieux micro-ordinateurs des années 80, la cybersécurité, bah, à part rentrer une disquette 5 pouces 5 R avec quelque chose dedans qu'on ne sait pas quoi, il n'y avait déjà même pas la place de mettre ce qu'on voulait, donc un virus, je ne vous dis pas, mais voilà, à l'époque, en fait, je veux dire, c'était inexistant. On était plus contre la malveillance, contre un ordre d'effacement, par exemple, d'un disque dur ou d'un format de ces deux points, si ça rappelle le bon souvenir à des gens, que sur de la sécurité réseau avec tout ce qui peut arriver aujourd'hui. Voilà. Il y a la sécurité des applications, puisque le réseau en lui-même, bah, c'est la tuyauterie, hein, donc il fait que faire passer des informations. Et donc, ce qu'il faut protéger, c'est ce qui va émettre ou consommer de l'information. Donc, les applications, on va en trouver deux types. Les applications serveurs de base de données, des serveurs web, des serveurs de fichiers, des serveurs de messagerie, là, les premiers à être concernés, et puis bah, tout ce qui va être client. Donc en client, on va avoir soit des applications Windows, on y viendra, soit des applications web. Alors le web, il va avaler gentiment tout ce que va lui donner le serveur, et si le serveur est contaminé, bah, c'est pas facile. Voilà. Donc ça va être tout ce principe. Alors un système de sécurité fiable se reconnaît dès l'étape de conception, bien avant le déploiement d'un programme ou d'un appareil. Et ben, je peux vous dire qu'il vaut mieux lire cette phrase que de la mettre en œuvre. Moi, je suis éditeur de logiciels et là, bon courage. Donc, la sécurité des informations veille à garantir l'intégrité et la confidentialité des données, qu'elles soient stockées en transit. Aussi, jolie phrase. Bon courage également. Et la sécurité opérationnelle, bah, c'est donc tout ce qui comprend les processus et décisions liés au traitement et à la protection des données, en clair, ce qui transite et ce qu'on utilise au quotidien. Et donc, bah, les autorisations des utilisateurs, bah, ouais, bah, il faut qu'elle aille jusqu'au gars qui plante une clé USB dans un PC qui passe. Hein. Et là, vaste sujet également. Enfin voilà, donc on a quand même quatre sujets qui sont vraiment quatre catégories prégnantes, avec autant de complexité les unes que les autres à gérer. Donc, les menaces, bah, grosso modo, alors nous, on va être concernés, comme je le mets en bas, essentiellement par une, mais dans la globalité,
Vous avez la cybercriminalité, voilà, pour essayer des gains financiers. On va parler des ransomware après. C'est finalement quelque part aujourd'hui ce qui est le plus craint dans nos sociétés commerciales. La cyberattaque pour des raisons politiques, bon, bah oui, on voit bien qu'il y a des gouvernements et des ministères, on a vu même des hôpitaux cet été attaqués. Euh, voilà, il n'y a rien à voler dans un hôpital, soyons clairs, il n'y a pas d'extorsion de fonds, les trucs sont déjà perdants financièrement parlant, comme c'est pas tenable, donc de toute façon, il n'y a pas un centime dans un hôpital, ça se saurait, mais on est vraiment sur de la raison politique. Bon, voilà, donc ça, on ne peut pas l'éviter. Enfin, j'entends, on doit pouvoir l'éviter, mais on en comprend malheureusement l'objet de la part de celui qui le fait. Et bah, je dirais que nous, dans nos entreprises industrielles, on n'est pas trop concernés par ça. Le cyberterrorisme vise à saper les systèmes électroniques. Bon, on est un peu dans la continuation de la cyberattaque. Cette fois-ci, on va dire quasiment entre pays ou entre organisations, malheureusement, comme Daesh ou quoi que ce soit. Nous, on va s'arrêter à la cybercriminalité, a priori. Hein. On va dire que dans l'industrie, je pense que je n'ai vu que des objectifs financiers en termes de problèmes. Peut-être que si on était attaqué dans le nucléaire, il y aurait d'autres soucis. J'ose espérer qu'on est assez protégés tous pour ça. Voilà. S'il y a des témoins dans l'assistance qui peuvent s'exprimer sur le nucléaire, ils seront les bienvenus, bien évidemment. Alors, bah, ça continue, quelques chiffres, hein, d'évoluer rapidement dans le monde. Hein. Donc, en 2019, hein, là, je me suis arrêté sur une étude, je dirais un peu avant le Covid. 7,9 milliards de données ont été exposées et c'était déjà plus du double qu'en 2018. Et on peut penser très facilement qu'en 2020 et 2021, malgré le Covid, on en soit encore au double ou au triple. Voilà. Donc, on parle des services médicaux, des revendeurs au détail, des entités publiques, un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis bah, après, les cybercriminels vont collecter des données financières. Et puis bah, à peu près toutes les entreprises. L'espionnage industriel, ouais. Euh, oui, quelque part, c'est une cybermenace. C'est même une cybermenace historique, hein, parce que le plus grand outil d'espionnage industriel, c'était le photocopieur. On va pas vraiment parler de digital, mais bon, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est, en tout cas, qu'on peut ignorer et sur lequel on doit essayer de se prémunir, en plus de tous les autres risques d'incendie, de vol, etc., qui existent quand même, hein, bien évidemment. Voilà. L'International Data Corporation, ben, elle prévoit que bah, les solutions atteindront la somme considérable de 133,7 milliards de dollars d'ici 2022. Ça veut dire qu'il y a un marché gigantesque aussi, puisque quand il y a un problème, il y a des protections, et donc les protections, ça coûte, et donc il y a des gens qui font des sociétés pour les protections. Alors, il y a tout ce qui était antivirus. Je n'ai pas vu personnellement de nouvelles sociétés ou de nouvelles marques autres que les protections précédentes. Euh, il y a des organismes d'État, hein, aux États-Unis, en Australie, en France. En Europe, c'est un petit peu plus light. D'ailleurs, la France vient d'éditer un document. Je pourrais vous mettre le lien tout à l'heure, bon, qui vaut ce qui vaut. Mais comme la France va prendre la présidence de l'Europe là dans pas longtemps, on va essayer, paraît-il, je dis on, français, on va essayer de donner des bonnes pratiques et de mettre au point un organisme là où il n'y en a pas vraiment. Moi, j'ai cherché un peu ce qu'il y avait au niveau européen. J'avais un truc, enfin, tout le monde a l'air de vouloir, mais il n'y a pas vraiment d'organisme pour. Donc, si quelqu'un connaît, il pourra nous renseigner également, ça pourrait être intéressant. Mais c'est sûr que devant l'étendue des cybermenaces, bah, on va essayer d'avoir une cyber-réponse correcte, mais bon, je trouve que c'est pas encore en ordre de marche aujourd'hui, vraiment. Alors, de quoi on parle? On va parler de malware. Alors, on va avoir plein de termes d'anglicisme. Donc, ce sont des logiciels malveillants. En fait, c'est un logiciel, c'est quelque chose qui sait se reproduire, un peu comme une bactérie. Hein. En fait, les virus, on a entendu souvent parler de virus, mais le malware est un peu plus perfectionné que le virus, puisque c'est le transporteur du virus pour qu'il aille se mettre quelque part. Voilà. Donc, l'une des cybermenaces les plus courantes, c'est un logiciel créé pour hacker ou perturber ou endommager l'ordinateur d'un utilisateur. Bon, un virus, ça ressemblait un peu à ça aussi, il faut être honnête. Donc, c'est peut-être tout simplement le nom le plus moderne. Mais voilà, on va utiliser la pièce jointe d'un email ou d'un téléchargement d'apparence sûre. Bah, par exemple, je sais qu'au CIMOP, Nicolas a été contaminé par ça. Et puis, comme ils sont en échange avec MC2, bah, j'ai reçu le même de MC2.
j'ai failli cliquer sur le truc hein, de Nicolas, parce qu'en plus, on était à Global Industries. Je me suis dit, tiens, il m'envoie un truc, etc. Je regarde, je me dis, attends, c'est un peu bizarre quand même. Et en plus, alors, je vais sans doute faire rire tout le monde, mais honnêtement, il y avait toujours des fautes d'orthographe avant. On lisait un truc et on se marrait parce qu'il y avait toujours une, deux ou trois ou huit fautes d'orthographe dans un texte. Là, aujourd'hui, il y a de moins en moins de textes, il y a de plus en plus de mise en page et des fois, il n'y a même pas une seule faute. Donc, c'est un peu compliqué. Avant, franchement, on les repérait à ça et il y avait de quoi se marrer. Il y a toujours de quoi se marrer d'ailleurs, hein. Il y en a quand même encore qui ne sont pas glorieux. Mais voilà, c'est vrai que les mails, avec tout ce qui est bancaire, etc., avec des beaux logos, bah, malheureusement, enfin, je ne peux vous dire que faire attention. Enfin là, j'enfonce vraiment des portes ouvertes, vous le savez déjà. Ensuite, bah, donc, il y a différents types de malware. Donc, il y a le fameux virus, hein, un programme pouvant se dupliquer qui s'attache à un fichier sain. Le cheval de Troie, alors vous vous souvenez tous de cette belle histoire, je rentre dedans et donc c'est super plus facile de sortir et d'infecter tout de l'intérieur plutôt que d'essayer de rentrer. Voilà. La sécurité réseau, ce qui rentre est beaucoup plus surveillé que ce qui sort, une règle générale. Donc ça veut dire que si j'arrive à rentrer au-delà d'un VPN, vous verrez tout à l'heure ce que c'est, sur le serveur d'un de mes clients, c'est beaucoup plus facile d'y mettre quelque chose pour que ça ressorte vers tous ses clients à lui. Ça peut être les téléphones, n'importe quoi qui vient se connecter dessus en étant de la même entreprise, hein, le plus souvent, que de rentrer. Voilà, la plupart du temps, les barrières sont mises à l'entrée plus qu'à la sortie. C'est d'ailleurs le cas aussi sans doute à la porte de chez vous, surtout si vous avez un loquet pour déverrouiller et sortir, plutôt que d'avoir la même clé. Voilà. Donc, on va reprendre les mêmes principes, hein, grosso modo, que ça. Voilà. Le spyware, c'est un programme espion qui enregistre des actions de l'utilisateur. Donc, voilà, des coordonnées bancaires, des codes bancaires. Donc, c'est vrai qu'assez souvent, moi, je râle parce que je suis le premier, on me demande 25 000 fois mon mail sur mon téléphone ou sur mon truc. Déjà, le système, il devrait quand même le connaître, mais comme les gens mettent des zones de texte et pas les zones de mail, bah, donc il ne peut pas le suggérer. Et bah, il suffit d'aller repérer. Et votre mot de passe favori, vous savez, celui que vous devriez changer en permanence, mais que vous avez toujours le même partout, bah, les touches de votre clavier, elles sont presque plus usées, ou en tactile, elles sont presque plus usées que les autres, tellement vous le tapez. Et donc, un spyware, bah, ça peut aller gauler ce genre de choses en repérant des séquences, et c'est quasi impossible à trouver. Voilà. Le ransomware, donc, je réexplique pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'arrive à m'introduire dans, par exemple, toute la banque d'informations de Benoît, qui y travaille beaucoup. Hein, tout à l'heure, je le disais, des bêtises, et qui va avoir des dossiers d'optimisation ou de recherche, d'impôt au crédit, impôt recherche, etc., de plein de monde. Et ben, je mets un logiciel qui lui dit tranquillement qu'il a jusqu'à après-demain soir pour me faire un virement, sinon j'efface tout. Voilà. Donc en fait, je code tous les fichiers, hein, il suffit de les crypter. Et Benoît bah, ne peut plus avoir accès à ces fichiers. Et je lui dis, bah, en plus, tant qu'à faire, j'efface tout dans 2 jours s'il ne m'a pas envoyé un virement ou une bouteille de champagne. Deuxième, on s'arrangera. Mais sur la menace, c'est vraiment une rançon, donc d'où le nom de ransomware. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à une certaine date pour, et bah, ça a fait énormément de dégâts, et ça a malheureusement rapporté énormément d'argent à ceux qui en ont fait, donc ils continuent. Dans leur logique à eux, on peut les comprendre malheureusement, même si on ne cautionne absolument pas. Donc le ransomware, déjà, la première parade, je le dis, c'est d'avoir des sauvegardes quotidiennes incrémentielles qui fait qu'il vaut mieux perdre 2 jours que la totalité. euh, Parce que bah, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et j'insisterai jamais trop sur les sauvegardes. L'adware, c'est un logiciel publicitaire qui a l'air bien sympa au départ et qui peut proposer un malware. J'ai par exemple vu hier un logiciel météo qui était censé être gratuit, qui n'existait pas, euh, et qui renvoyait sur une page HTTP. Donc quand j'ai vu ça tout de suite, j'ai arrêté, et à partir d'un iPhone. Hein. Et donc, bah ouais, faut surtout pas toucher à des choses comme ça qui peuvent faire mal. Alors le botnet est un petit peu plus compliqué. Il s'agit de réseaux d'ordinateurs affectés par des malwares que les cybercriminels peuvent utiliser pour effectuer les tâches en ligne sans l'autorisation de l'utilisateur. C'est-à-dire que, voilà, un peu ce que je disais tout à l'heure, je prends la main bah, chez Benoît, allons-y, je prends la main sur les quelques postes que vous avez là-bas, et bah, du coup, je fais ce que je veux, je passe des commandes, je débite la carte à Benoît en me faisant livrer avec donc bien sûr la confirmation que je peux avoir sur le téléphone en le piratant, etc. Là, c'est vraiment de la grosse organisation. Donc, Benoît, je pense que tu seras tranquille. Mais des grosses entreprises peuvent vraiment avoir
quelque chose qui relève d'une organisation avec une puissance financière assez forte pour aller jusqu'à ce bout-là. Par contre, je ne vous dis pas le pouvoir de nuisance derrière. C'est monstrueux. Donc voilà, grosso modo, tout ça, c'est des malwares et tout ça, ça fait du mal et c'est pas des choses sympas. Donc, comment on peut, en général, hein, avant d'aller dans l'industrie, comment on peut faire? Alors déjà, la première chose, c'est que les systèmes, vous avez deux barrières. La première, c'est l'antivirus. Et la deuxième, alors il y a l'antivirus avec les anti-malware, donc les Malwarebytes, etc., que vous connaissez. Il y a l'antivirus de Microsoft qui honnêtement n'est pas mal. Après, il y en a d'autres, il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a des gratuits payants. Bon, je ne suis pas là pour faire l'apanage. Et je trouve que c'est un peu toujours les mêmes sociétés d'ailleurs, donc je me demande si les machins sont vraiment révolutionnaires et peuvent vraiment protéger plus qu'avant, je ne sais pas. Voilà. C'est un parti pris personnel que j'assume, je demande à personne d'autre, mais voilà. Vous avez des antivirus, bon, comme j'ai cité du Kaspersky, je mets le truc Kaspersky, c'est la moindre des choses, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et puis le Kaspersky Endpoint Security for Business, c'est pas la licence la moins chère, je vous le dis tout de suite. Et bon, voilà. Enfin, voilà. Et puis des mots de passe assez forts, et j'irais même au-delà des mots de passe assez forts. Si vous avez des systèmes avec de l'authentification, c'est pas réservé au monde payant, hein. Une application comme Google Authenticator, vous pouvez abonner un service d'entrée. Nous, on utilise ça, par exemple. C'est-à-dire qu'on a, comme le CIMOP, une plateforme collaborative pour Productis. Et donc, pour se connecter à la plateforme collaborative ou au VPN, donc ce qui sont les Virtual Private Network d'accès à Productis, à Saint-Nazaire et à Istres et à Saint-Raphaël dont je vous parle, vous avez 3 VPN avec un code qui n'est jamais le même, qui est en fait donné avec un téléphone. Donc j'ouvre mon téléphone, je regarde le code à 6 chiffres qui est noté sur mon application par rapport à l'endroit où je veux me connecter, je le rentre et je rentre directement. En toute logique, je devrais vous dire qu'il faut le mot de passe plus ça. Bon, dans la pratique, un bon vieux mot de passe, pas vieux, pardon, un bon récent mot de passe bien compliqué ou ça, c'est déjà énorme. La combinaison des deux, c'est encore mieux, bien évidemment. Voilà. Et puis, assurez-vous que les mots de passe ne sont pas faciles à deviner. Alors, c'est vrai que vous râlez parce que quand on vous demande, et moi aussi, hein, quand on vous demande un mot de passe, il faut mettre une minuscule, majuscule, un chiffre, un caractère spécial, pas en dernier, pas en premier, et il en faut 27. Enfin bon, c'est compliqué. Et vous avez donc des logiciels de gestion de mots de passe. Honnêtement, c'est pratique. J'ai des gens chez moi qui l'utilisent. Maintenant, quand vous en avez 512, à la fin, vous explosez un peu quand même. Voilà. Donc, c'est vrai que à la fois, on se connecte à de plus en plus de ressources, et à la fois, c'est quand même extrêmement compliqué de gérer de la sécurité avec tout ça. Voilà. On va passer à la partie cybersécurité en industrie. Donc, en industrie, on symbolise dans un écran un mec qui regarde un écran, voilà, bon, c'est une poupée russe. Voilà, on va avoir en fait un domaine différent. Alors, ce domaine différent, il est concerné exactement par les mêmes problématiques, et puis il aimerait avoir le petit bouton exactement comme dans la totalité. Alors, en industrie, on va repartir un petit peu sur les différents volets que vous pouvez avoir. Donc, le terrain, manuel, je connais ça par cœur, les capteurs et les actionneurs, tout ce qui permet d'aller faire le process. Alors, capteur et actionneur dans le monde automatique et l'opérateur en humain. C'est-à-dire que quand on est un process opérateur dépendant, de toute façon, si le mec bosse pas, il n'y a rien qui avance, le mec ou la nana, il n'y a rien qui avance, et c'est lui qui va être susceptible éventuellement de ramener de l'information, on verra ça avec le MES niveau 3, et donc de faire, alors qu'en tant qu'il saisit au clavier, c'est beaucoup moins risqué. Maintenant, on va aller voir chacun de ces niveaux. Niveau 2, l'automatisme. Donc, on va relier l'automatisme et tout ce qui peut permettre de capter de l'information. Donc, on va mettre les IoT dedans maintenant, mais également des boîtiers d'acquisition de température, d'hygrométrie, tout ce qui est boîtier météo, etc. Et on va y mettre là-dedans aussi tout ce qui communique avec de l'onde courte, du LoRa, du Sigfox, etc. Enfin bref, on va dire quand même des informations de terrain plutôt temps réel. On va regarder les spécificités de chaque niveau. Le MES, au-dessus, le chef d'orchestre de production, et le RP qui parle pognon, finance, et qui va causer à tout le monde. Donc, on a bien ces 4 niveaux-là, et on va rester dedans à chaque fois pour la partie découpe. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent, ils pourront regarder un petit peu les interactions des uns et des autres, hein. Je sors de la cybersécurité pour plus expliquer comment fonctionne la pyramide industrielle. Je pense que l'effectif qui est public avec nous, vous connaissez ça à peu près par cœur. Je passe. Voilà.
Les différentes interfaces, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver de tout maintenant. Avant, il y avait un bon vieux pied de machine en monochrome, relié à rien. Celui-là, en cybersécurité, il ne va pas nous émouvoir beaucoup. Sauf que voilà, maintenant, des télés, des téléphones de partout, avec de la 4G, de la 5G. Je ne reviens pas sur les avantages de la 5G, mais ça permet de segmenter des réseaux, d'avoir pour des clients industriels des offres à 1 ou 2 euros, plutôt que de prendre un forfait capable de télécharger 50 gigas et de voir un film, alors qu'on veut juste transmettre une position d'un camion et un poids et une température moteur. Bon, voilà, l'exposé n'est pas là-dessus, mais n'oubliez pas les avantages énormes de la 5G et de la segmentation de la 5G, et donc sa capacité à pouvoir promener du virus et du malware partout. Et puis des tablettes, des PC, des panels tactiles comme on a vu avant, avec des navigateurs, super. Sauf que voilà, du coup, finalement, on utilise les mêmes outils qu'en bureautique et donc on va craindre en même temps et avec le même impact que la bureautique. Non, c'est dans l'autre sens. Alors, les serveurs maintenant, puisque là, on a parlé des interfaces ici plutôt clients. En termes qu'est-ce qu'on a? On a des serveurs Windows de partout. Hein. Manuel vous le confirmera, ils ont des outils de supervision depuis la nuit des temps. Ils sont tous sous Windows. En fait, à l'époque, il faut savoir que les éditeurs de superviseurs, comme Arc Informatique, etc., c'était tous mis sur IBM DB2, si ça, IBM OS2, pardon, si ça parle encore à des gens. Et ils ont tous perdu. Et InTouch, qui a été le premier à développer sous le petit truc de chez Bill, là, Win machin, là, il a pris une longueur d'avance. Et encore aujourd'hui, le premier mondial a été racheté par Schneider Electric avec Invensys. Toute cette belle aventure, que je connais assez bien aussi, parce que j'étais de ce monde-là, fait que vous avez les serveurs Windows absolument partout dans les superviseurs industriels. Vous avez un peu de Linux, et on en aura avec des noyaux Linux pour faire de l'OPC-UA, on viendra après. Vous avez des serveurs tiers et de l'EDI. Des fois que vous ne soyez pas assez contaminant, vous faites de l'EDI avec des tiers, avec des FTP. Il n'y a pas pire qu'un FTP pour promener un virus, je vous le dis tout de suite. Voilà. À la fin, je vous dirais bien sûr d'arrêter de bosser et de plus rien faire pour ne pas être contaminé. Hein, ça va de soi. Les serveurs temps réel, donc les PLC, IoT, on va regarder. Les sites web, très facile de télécharger quoi que ce soit. C'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, ils sont complexes à étudier individuellement, mais ils ne sont pas égaux devant les menaces. On verra qu'il y a quand même quelques-uns qui s'en sortent mieux. Le bon vieux PLC, donc le programmable logique contrôleur, j'ai mis un Schneider ou un Siemens, histoire de faire plaisir à tout le monde. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à automatiser tous les process industriels avec un fonctionnement tout continu. On récolte des mesures, on applique des consignes, on régule tout ce qui bouge, on robotise, parce qu'un robot, quelque part, c'est un automate à bras, si on me permet cette vulgarisation, et on va communiquer instantanément avec des systèmes d'information. Alors ici, vous voyez des ports Ethernet, sauf que sur ces races d'automatisme, il n'y a que le port qui est Ethernet, mais en fait, on ne parle même pas en TCP/IP quelque chose, ça reste du protocole particulier. Alors aujourd'hui, un Siemens récent ou un Schneider récent, il va vraiment causer en Ethernet et en protocole Ethernet. Donc, du coup, il va être capable de promener à peu près toutes les saloperies qui peuvent se promener par Ethernet. Mais quand vous avez un port série qui a le look d'une port, non. Là, je peux vous dire que vous êtes tranquille. Donc, avec, allez, Manuel me contredira peut-être, mais je dirais 90% des automates qui sont actuellement en service, savoir que ça a une durée de vie de 20-30 ans, hein, ces bêtes-là quand même. Donc, il y en a quand même un sacré paquet. Vous en avez encore plein qui n'ont que des ports série. Hein. Donc, ceux-là, ils sont tranquilles. En fait, vous avez peu de chances d'être embêté avec la partie système cybersécurité. Parce qu'en fait, ce sont des OS à l'intérieur qui sont complètement spécifiques. Et puis, plus c'est ancien, plus c'est protégé. Voilà, au moins, c'est l'intérêt. Attention, si vous avez de l'OPC-UA, l'OPC, c'est un espéranto de l'automatisme pour aller discuter avec n'importe quoi. En premier lieu, un logiciel de supervision, mais également du MES ou plein d'autres trucs, ou des équipements entre eux. Et là, en fait, il y avait un premier OPC qui a été fait par Microsoft, il faut savoir, Olé for Process Control, ça s'appelait OPC. Et l'OPC-UA a repris, mais en évitant toutes les couches réseau. Parce que l'OPC-DA, le premier, tant qu'on était en local, ça allait super bien. Dès qu'on voulait faire du réseau, il fallait faire du com, des coms, ouvrir des trappes. Enfin bref, un manuel, il vendait une journée pour l'OPC, il passait 10 jours pour le réseau qui n'arrivait pas à ouvrir. Donc on a arrêté ça. L'OPC-UA va utiliser des technos web, en fait, pour aller transmettre des informations. Un peu comme si vous lanciez des balles de papier ou des balles de tennis au-dessus d'un mur. Voilà, vous passez par au-dessus pour éviter le problème réseau. Sauf que, avec ça, vous pouvez faire transiter du virus comme vous voulez, puisque du coup, ça prend les mêmes voies qu'à l'époque. Donc, finalement, plus on a un automate moderne, plus on peut craindre.
Alors, l'automate lui-même, on ne va pas le pirater pour qu'il aille changer une consigne de température, ça n'a pas de sens. Mais on pourrait dans l'absolu héberger une saloperie à l'intérieur d'un automate qui commence à avoir de la place en plus à l'intérieur pour pouvoir ensuite le propager ailleurs. C'est pas exclu. Donc, à quand un antivirus pour automate? Ça existe peut-être déjà, j'en sais rien. Voilà. Mais bon, moi je vous dis honnêtement, aujourd'hui, échelle de risque quasi nulle. On passe à l'étage supérieur, le HMI. Alors le HMI, bah, en fait, voilà, c'est souvent quelque chose qui est en façade d'armoire, hein. Vous voyez ici, il est découpé. Bon, bien sûr, maintenant, il y a les variantes modernes avec les tablettes et les smartphones, mais il faut savoir que 95% des logiciels sont encore des logiciels Windows. Donc, ça permet à des opérateurs sur le terrain d'avoir une vision temps réel de ce qui est. Il n'y a pas de mémoire hein, comme dans un automate, à part une mémoire type vidéo, hein, ça fait une sorte de caméscope, mais on est sur des très petites unités, il n'y a pas de... Voilà. A priori, à part faire de la conduite et du contrôle-commande, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, ça peut être aussi source d'information vers un MES. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de cybersécurité? Bah, la plupart sont propriétaires, c'est pareil. Les HMA, ils n'ont peut-être pas 30 ans d'âge, mais ils ont allez, 10, 15 ans, il y en a plein partout. Les OP7, des Magelis, il y en a absolument partout ou des Omron, voilà, pour ne pas parler que de ces deux marques, ou du Proface qui a été racheté par Schneider aussi. Mais tout ça, en fait, si on prend le Proface ou le Schneider, ils ont une même base qui est un système d'exploitation VxWorks que quasiment personne connaît, sauf les automaticiens. Et qu'est-ce que vous voulez qu'un pirate aille faire avec ça? Enfin, très, très clairement, encore une fois, on n'est pas. Par contre, comme je disais tout à l'heure, la plus grande majorité des superviseurs, les PC vus, les panoramas, les InTouch et autres, bah, ils sont sous Windows. Et donc, le problème, c'est pas le superviseur qui est au-dessus, c'est le Windows qui est en dessous. Parce que, je ne sais pas, mais je ne sais pas vous, mais moi, quand je me promène, à des Windows 7, il y en a encore pas mal, hein. Il y en a encore pas mal. Pourquoi? Parce que l'informatique, elle met tout à jour, sauf que ces trucs-là, c'est pas dans le parc, c'est au cul d'un automate. Donc déjà, un informaticien de gestion classique, c'est pas ce que c'est qu'un automate. Et donc, il touche pas à ce truc-là, voilà, pour être clair. Et comme il n'y a pas spécialement de budget qui a été prévu pour les mises à jour, bah, ça reste. Donc soit ça passe, et donc il faut faire des migrations, et tout ce qui fonctionnait dans l'usine, il faut retester pour être sûr que ça remarche et que ça n'arrête pas l'usine, pour vous dire à quel point les gens ne se battent pas pour les migrer. Et donc bah, là, c'est un vrai massacre. Donc là, la vraie... joué mon orthographe. La vraie valeur ajoutée de cette histoire, c'est qu'en fait, on est sur un réseau séparé le plus souvent. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous devez avoir en réseau la partie automatisme et supervision, et de l'autre côté, le réseau bureautique. Et on verra avec le MES qu'il ne faut surtout pas faire de passerelle entre les deux. Mais voilà, c'est pareil, les clés USB, les PC de supervision, on y met une clé USB avec un virus, il n'y a quasi rien dedans. En fait, on est sur un outil de production, et sur un outil de production, moins on met à jour, mieux on se porte pour être tranquille et d'éviter et d'arrêter quelque chose qui marche à côté. Les gens ne se rendent pas compte du déséquilibre du prix d'un automate, d'un automatisme, d'une sauvegarde d'un programme automate ou d'une sauvegarde de supervision pour pouvoir redémarrer à partir d'un PC vierge si jamais on a un virus, et du coût gigantesque d'une semaine ou de 2 semaines ou d'un mois d'arrêt d'une usine qui est inenvisageable pour qui que ce soit, sauf qu'ils ne se rendent pas compte de la criticité. Et je pense que Manuel, encore une fois, sera d'accord avec moi sur ce coup-là. Donc, échelle de risque là-dessus élevée. Autant l'automate, que dalle, autant la supervision, attention, vraiment. On monte d'un cran avec le MES, donc alors bah là on ramène tout le monde, que ce soit donc l'opérateur au patron, tout le monde a ses propres graphiques, voilà, ça c'est pas pour le patron, c'est une courbe de cadence avec un TRS par horaire et par équipe. Voilà, ça c'est un vrai outil de pilotage pour l'opérateur. C'est censé être zéro papier, ça lui donne sa doc, donc qui voit sa documentation, ça veut dire qu'il va se connecter à une GED ou à un PLM, qui est même joyeusement sur un système d'exploitation, et donc capable d'aller ramener en réseau tout et n'importe quoi. Donc là, on commence à craindre avec un outil qui certes est là pour déployer du digital et remplacer les classeurs. Les classeurs, ça n'a jamais amené de virus. Et là, bah, je ne vais pas en rendre service à ma paroisse que de dire que le risque, il est élevé avec le MES, puisque quelque part, il communique avec tout le monde. Il est en lien avec le RP, il est en lien avec le PLM, Product Life Management, tout ce qui est gestion des gammes, des opérations, des révisions, etc. Et que tu ne produis pas si tu n'as pas validé l'opération, etc. En aéronautique, ils connaissent tout ça par cœur, les automates. Et en fait, ben voilà, on est au milieu de tout, on est un chef d'orchestre de tout, on est fier et en même temps on est exposé à tout. Donc, alors, la plupart des MES, vous en avez encore une majorité qui n'est pas web.
Alors, peu à peu, la tendance inverse, peut-être que j'ai tort maintenant, et qu'on se retrouve à 60-40 dans l'autre sens. Nous, perso, on est full web maintenant. L'autre, il a été remis au placard. Personne n'en veut parce qu'il faut installer sur tous les postes, c'est pénible. Et bien sûr, on fait la modernité que sur la partie web. Mais du coup, on est sur un serveur. Donc nous, malheureusement, historiquement, on est encore sous Windows et on fait tout ce qu'on peut pour s'en passer. Et je pense qu'en 2022, on va dégager nos serveurs Windows pour mettre des serveurs Linux. Parce qu'il faut être clair, hein, Linux a gagné la guerre des serveurs. Et même s'il commence à être un peu impacté par des virus, ça n'a rien à voir avec Windows, qui est une base installée gigantesque de malware. Donc, la valeur ajoutée d'un serveur Windows par rapport à un serveur Linux, c'est zéro, à part le risque. Et le payer, c'est rien, quoi. Donc, il faut absolument mettre à jour quand même les OS de façon régulière. Attention, parce que si les gens sont dépendants d'appuyer sur le bouton pour faire start du MES et que ça ne marche plus, bah, le process ne marche pas. Alors bon, après, on va sur la machine et on fait comme avant. Mais rarement un MES va bloquer réellement la production. Parce que souvent, il arrivait après les machines, donc on peut faire sans. Simplement, bah, les chiffres, salut, quoi, hein, on les aura plus. C'est moins grave, c'est clair. Il vaut mieux, en cas de virus sur un MES, le couper du monde et arrêter de s'en servir, plutôt que de risquer de balancer tout partout, c'est clair. Donc il faut un antivirus à jour, ça c'est clair, et il faut surtout pas de passerelle entre le réseau automate et bureautique. On va avoir, nous, par exemple, un outil qui s'appelle Broadcom, hein, c'est une passerelle logicielle, d'autres en ont, hein, mais voilà, on va connecter d'un côté, on va connecter de l'autre, mais jamais on fait passerelle. Jamais on va éventuellement publier en web des variations de capteurs ou d'actionneurs, mais on ne va certainement pas relier les deux réseaux. C'est-à-dire qu'on cause avec l'un et on cause avec l'autre, mais c'est un logiciel qui fait un traitement et surtout pas une passerelle réseau. Il faut absolument éviter ça. Attention aux boîtiers et aux switches avec des partages réseau, parce que bah là, quelque part, vous allez bousiller la sécurité que des informaticiens ont mis quelque part. Donc, attention à Windows 10 aussi, qui est une plateforme aussi puissante pour faire n'importe quoi qu'un Windows Server. Je vais être clair, sauf si l'outil comme SQL Server vérifie qu'il est bien chez son frère qui coûte cher. Mais par contre, un Windows 10, il ne va pas vouloir vous arrêter les mises. Alors, soit vous arrivez à le bloquer, on sait faire, hein, s'il y a des gens qui veulent les procédures, on sait bloquer les mises à jour de Windows 10, mais attendez, vous mettez à jour plus rien. C'est-à-dire que l'antivirus Windows qui va avec, que dalle. Il ne se met plus à jour non plus. Voilà. Par contre, si vous laissez les mises à jour, ben, le truc, il vous dit, petit père, il faut que je redémarre dans moins d'une semaine. Donc, c'est quand tu veux, mais c'est dans moins d'une semaine. Et ça, en industriel, on n'aime pas trop, quoi. Voilà. Donc, si vous travaillez pour des laiteries, des brasseries comme moi, etc., il n'y a pas de jour chômé là-dedans, hein. Il y a toujours quelque chose qui est fait. Donc, l'échelle de risque, elle est élevée. Voilà, je suis désolé pour ma propre activité, mais ce n'est pas un cadeau pour la cybersécurité. Le digital 4.0, oui. Le plus de classeur, oui. Un malware dans un classeur, je n'ai jamais vu. Pour autant, ça ne sert à rien de revenir à la charrette à bras avant les voitures. De la même manière, il faut y aller, mais il faut y aller en faisant attention à ce qu'on fait. Dernière couche, l'ERP. Bah, l'ERP, il est en plein sur tous les PC classiques, sur le téléphone, sur à peu près tout ce qui bouge dans le réseau, cette fois-ci partie haute de l'entreprise industrielle, c'est-à-dire le réseau de bureautique. Et bah, en fait, on en est à la même sécurité qu'à ouvrir la messagerie ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on est sur une application client-serveur en mode web ou pas web qui va permettre de circuler tout partout. Et plus on a de fluidité d'information, plus malheureusement on a de la possibilité de problème. Donc le fait d'avoir une application web, imaginons un serveur ERP ou MES est contaminé. Vous le zigouillez, vous repartez soit sur une image d'avant si vous avez des systèmes d'image, et puis le avant, il n'est pas toujours facile à déterminer, soit au moins vous avez une bonne sauvegarde de base de données. Alors, je n'ai pas référencé, il y a des possibilités d'aller pirater des bases de données, mais c'est quand même vachement plus compliqué, avec des ordres SQL un peu tordus, mais au moins vous pouvez repartir. Donc, je ne saurais trop vous conseiller tous d'avoir une procédure de réinstallation, voire il y a des outils qui permettent d'automatiser des installations, de manière à ne pas le faire souvent, mais à le faire super rapidement et d'avoir, donc voilà, ça on sait conseiller des outils pour faire de la réplication, de l'installation et d'avoir en quelques minutes, ce qu'il faudrait 2 jours pour un humain normal à installer, sachant que 2 jours dans une entreprise, tout le monde coupé du système d'information, c'est un vrai massacre, quoi. Et le truc, il ne va pas forcément arriver le vendredi soir.
Donc, vraiment, on va avoir une échelle de temps là-dedans, et année, exercice, etc. Donc, vraiment, attention à la gestion de messagerie, je le mets en rouge. Mais voilà, on est aussi en liaison avec du MES, mais avec la compta, le paye, enfin des trucs complètement stratégiques. Il peut y avoir quelqu'un qui fait en sorte d'aller balancer les feuilles de paye en PDF à tout le monde. C'est une sorte de bombardement aussi, même si ça ne coûte pas d'argent, mais tout le monde n'est pas forcément heureux que ça se sache de partout et de diffuser de ce type d'infos. Donc l'échelle de risque, elle est malheureusement très élevée parce que c'est un système d'informatique classique. Donc là, la plupart du temps, les personnes qui vous gèrent le système d'information, que ce soit externalisé ou en interne, sont quand même au fait des vrais professionnels de cela. Hein. C'est pas parce que le risque est élevé qu'il n'y a pas de grands professionnels avec au moins les bonnes précautions qui vont bien. Si jamais il n'y a pas de mise à jour régulière, par contre, là, c'est un gros problème. Mais au moins, on va dire que ERP, on peut supporter que la nuit se soit éteint, même si, alors sur des boîtes forcément internationales, il n'y a pas non plus vraiment d'extinction, mais on peut au moins, par département, avoir du clustering et laisser un serveur actif et d'autres qui seraient en cours de redémarrage ou d'analyse, comme on fait quand on va sur google.com, vous n'êtes pas tous avec moi sur le même serveur. Hein. C'est que des serveurs, cette fois-ci, qui se prennent le relais des uns des autres, et je pense que c'est la bonne chose pour le faire. Alors, dans les logiciels, on parle de logiciels en licence ou en service, on-premise ou SaaS, ce sont des questions qui vont concerner l'aspect financier, c'est-à-dire investissement ou pas investissement. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec le mode local ou le mode distant ou en mode réseau ou pas réseau. Souvent, on assimile du SaaS à de l'héberger à l'extérieur. Du tout. On peut avoir du SaaS chez soi. C'est vraiment un mode de location avec quelqu'un qui vient regarder. Alors, ça veut dire que c'est un fil entrant bien sécurisé. Nous, on fait ça chez les clients qui sont des grands noms. On va voir chez eux comment ça se passe et on a une porte d'entrée avec quelque chose de très spécifique. Et même, je dirais, pour certains, on est obligé d'avoir les antivirus à jour sur nos PC. Sinon, le truc détecte qu'on a des antivirus pas à jour. Il veut même pas qu'on se connecte. Donc, il y a quand même des sécurités. Mais distinguez bien l'aspect type de commercialisation et type d'investissement au coût de fonctionnement avec le fait de local distant, ça n'a rien à voir. Donc, je mets bien la cybersécurité est équivalente dans les deux modes. La distinction de risque, c'est en interne ou externe. Alors, je vais faire un aparté, j'ai oublié de citer tout à l'heure, en ERP comme en MES, quand vous avez des logiciels de BI ou de MI, c'est le Manufacturing Intelligence ou Business Intelligence. En clair, des trucs capables de se connecter et de faire du requêtage sur 3 ans pour voir si vous êtes mieux ou moins fort qu'il y a 3 ans. Vous allez attaquer des bases de données. La plupart du temps, les bases de données sont ouvertes au vent. C'est-à-dire que vous avez un port 5432 sur du Postgre, 1433 sur du SQL Server, et malheureusement, ces trucs-là sont installés avec les codes d'origine, les ports d'origine. C'est-à-dire qu'un système qui se promène de serveur en serveur, il va essayer d'abord 5432, 1433 et le port d'Oracle, etc., ou de MySQL. Les ports par défaut, il va quasiment rentrer à tous les coups. Il faut absolument éviter ça. Quand vous prenez un logiciel de BI ou de MI, alors le MI c'est comme le BI, mais avec en plus la couche temps réel, on en a un chez nous qui s'appelle Explorer, vous devez pouvoir vous connecter à un système sécurisé qui, lui, vous analyse et vous laisse rentrer. C'est-à-dire que c'est au-delà d'un VPN, en fait, vous avez une sorte de proxy quelque part qui fait que vous accédez jamais à la base de données. Vous déposez votre requête, le système va prendre la requête, il la remet, il la redonne. Alors, il y a une toute petite perte de perf, il faut être honnête, il n'y a pas de miracle, mais au moins, vous accédez jamais à la base de données. Sinon, c'est le meilleur moyen, effectivement, de rentrer et d'arriver sur un serveur en rentrant par une porte qui est ouverte béante. Il y a des gens qui ont des serveurs chez OVH et autres avec tous les ports ouverts de base de données. C'est ouvert au vent. C'est horrible. Je ne peux pas dire plus. Donc, faites bien attention à ça, parce que franchement, le fait de voir avoir des outils de statistiques, c'est super, mais souvent, ça fait faire des grosses bêtises d'architecture. Donc, pensez bien à ce que je suis en train de vous dire là, avec ce portail de sécurité. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a fait un tour à peu près exhaustif. Il est 17h56, donc ça fait même un bon moment que je vous embête. Je pensais même pas durer aussi longtemps que ça, mais c'est vrai que bon, j'en ai quand même pas mal. Donc, s'il y a encore des gens vivants, est-ce qu'il y a des questions? Parfait, merci Stéphane, c'était très intéressant et très clair. Étant donné qu'on est un petit comité, n'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez poser des questions ou apporter des compléments d'information. Bon, j'ai dégoûté tout le monde, je pense là.
Non, j'aurais pas de questions, c'est Pascal. Mais bravo en tout cas.